Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à tous. Comme indiqué précédemment, ce podcast est composé de 2 épisodes. Voici le deuxième. Bonne écoute à vous. Je voulais également vous interroger sur le regard que vous portez sur la situation des universités face au handicap, les bonnes pratiques que vous avez pu repérer, les principales difficultés qui sont rencontrées par ces dernières. Voilà, quel est votre regard sur leur situation? Sur le handicap au travail, Mm. Ce qu'on aimerait pouvoir mettre en place dans notre université, et qui n'est pas encore d'actualité, vous voyez, il faut arriver à convaincre nos collègues de l'intérêt de cela. On aimerait mettre en place une commission médico-socio-administrative, c'est-à-dire donc une commission plurielle avec le médecin du travail, avec les responsables des ressources humaines, avec le pôle environnement professionnel, la correspondante handicap. Voilà, on aimerait faire une commission avec le personnel en situation de handicap, enfin la personne en situation de handicap, de façon à trouver ensemble des solutions administratives, à conduire des parcours d'accompagnement individualisés dans le long terme, puisqu'on va vers ça maintenant. Donc voilà, je pense qu'une des difficultés pourrait être, un des projets en tout cas, pourrait être de créer cette commission plurielle, de créer cet espace collaboratif qui permettrait de conduire des réflexions sur les mesures compensatoires qu'on peut envisager pour une personne. Je pense que ça serait important, voilà, de créer cela. Ce qu'on pourrait aussi développer, c'est notre participation au Duoday, D'accord. qui en fait est une journée qui souvent, dont on a souvent un très bon retour. Alors, on participe déjà au Duoday. Et on s'est aperçu que ça fait effectivement changer souvent le regard sur le handicap, qu'il y a un vrai échange entre la personne accueillie et le travailleur donc, de l'université qui a accepté donc, de participer. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. Là, on s'est contenté de 2 services. On peut peut-être le généraliser. Oui. Et vous savez que vous avez un concurrent de poids, puisque le champion de France du Duoday est toulousain. C'est la ville de Toulouse. D'accord, Mm. très bien. Donc, on va jouer à domicile, mais Oui. contre nous. Oui. D'accord. Et également, dans ce qui peut être développé, c'est notre participation à Atout pour tous, qui est une convention qui regroupe les grandes entreprises toulousaines, les établissements publics du supérieur, mais aussi le rectorat, et qui permet aux étudiants d'avoir accès à des offres d'emploi, des offres d'alternance ou de stage, et ce, justement au nom du fait qu'ils ont une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on utilise, mais peut-être pas assez. Donc il faudrait qu'on puisse développer notre participation à Atout pour tous. Ok. Par rapport au personnel, peut-être que ce qui est intéressant et qu'on voudrait là aussi développer, mais si on parle des bonnes pratiques pour tous, ça serait de travailler plus directement avec Cap Emploi et peut-être en ayant une convention ou enfin un accord spécifique, en ayant un référent de Cap Emploi qui connaîtrait bien notre université. Alors, là, nous, ça a commencé. Il y a une collègue, d'ailleurs, elle était présente lors de la semaine Handifac là, du mois de novembre, une personne de Cap Emploi. Donc, sur le volet recrutement, c'est-à-dire que ça permet aussi, en ayant un seul référent Cap Emploi, que cette personne connaisse bien nos métiers et du coup puisse mieux accompagner les bénéficiaires de l'obligation d'emploi dont ils ont la charge. Après, ce qui est très important, c'est le cas, c'est notre cas, c'est d'être membre des commissions de recrutement pour les bénéficiaires de l'occupation d'emploi. Donc, et puisque rappelait Pascal, avec maintenant pour tout le monde, mais la fiche d'aide à l'identification des contraintes qui doit à tout prix être
mise en œuvre. Mm. Nous, ce qu'on fait et ce qui, je pense, est une bonne pratique, c'est que quand on recrute un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, on prépare son arrivée, c'est-à-dire que dès que le recrutement est finalisé, enfin que la personne est retenue, je reprends contact avec elle par rapport aux besoins, il y a un contact direct avec le médecin du travail, c'est-à-dire que quand la personne arrive, bon, même si on ne peut pas faire les achats, bien sûr, avant, on sait exactement ce qu'il nous faut. On voit aussi s'il faut préparer l'équipe. Bon, le chef de service, bien sûr, quand c'est un recrutement spécifique, BOE est au courant, mais voilà, on peut faire tout ce travail en amont et c'est quand même important. Après, moi, ce que je trouve important dans le cadre de ma mission de correspondante handicap, c'est d'être membre d'un réseau. Alors bon, vous le savez, Handipact, voilà, ça fait partie de mon réseau et c'est, je trouve important et c'est surtout important quand on démarre. Pour l'enseignement supérieur, moi je suis membre d'un réseau qui est un groupe de travail au sein de la MIPH, donc la mission d'intégration des personnes handicapées. Enfin voilà, de s'inscrire dans un réseau, d'avoir voilà, d'être dans une liste de diffusion, d'avoir régulièrement des informations et de se tenir au courant de tous les textes qui sortent. Et puis bien sûr, alors pour moi c'est une grande facilité parce que c'est une excellente relation professionnelle que j'ai avec la chargée de mission handicap qui est Pascal, mais c'est d'avoir une bonne relation avec le vice-président délégué au handicap ou la chargée de mission, mais voilà, d'être bien dans une bonne relation de travail et de transmission et d'échange d'informations avec le représentant de l'équipe de direction, de l'équipe de la présidence de l'établissement auquel on appartient. Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles vous êtes confrontés, vous, au sein de votre université ou de manière générale, les difficultés auxquelles sont confrontées les universités? Oui, moi j'en noterai au moins deux. Je pense que pour vraiment, comment dire, rendre visible la politique handicap d'un établissement, il faudrait, dans l'idéal, que la personne qui a en charge cette mission soit vice-président ou vice-président délégué. Mais je pense qu'il faut donner du poids politique en fait à cette mission, qu'un chargé de mission n'a pas forcément, ou pas autant, c'est voilà, simplement c'est statutaire. Hein. Donc ça serait vraiment un conseil, c'est de voilà, de donner un vrai poids et donc une vraie valeur à cet engagement. Ensuite, la deuxième, deuxième chose qui est à la fois un conseil et une difficulté qu'on a eue, c'est la formation. C'est-à-dire, pour nous, c'est très, très important, comme vous l'avez vu, de former les collègues. Et je pense qu'on n'a pas assez lié, jusqu'à présent, en tout cas dans notre établissement, la fiche de poste, par exemple, d'une personne qui fait de l'accueil ou d'une personne qui gère la scolarité des étudiants en situation de handicap et la formation. Et je pense qu'il faudrait vraiment lier fiche de poste et formation pour pas qu'on improvise parce qu'il y a des compétences à acquérir en matière de handicap. Alors souvent, on va aller chercher des personnes qui sont gentilles, qui sont sensibles, et ça, mais il faut être formé, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et la troisième chose, peut-être, je rajoute toujours quelque chose, et la difficulté, c'est d'être quand même encore face à des préjugés, des peurs, en particulier par rapport aux troubles psychiques. Je pense que là, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, nous avons mis, par exemple, depuis 2 ans, un accent particulier sur la sensibilisation aux troubles psychiques pour que ça soit beaucoup moins discriminant. Voilà. Actuellement, s'il y a un regard encore discriminant, je pense que c'est surtout sur le handicap psychique. D'accord. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Alors, on sort, ou en tout cas, on va peut-être un jour sortir d'un contexte un peu particulier, effectivement, qui est celui de la Covid-19.
Quel a été l'impact ou quel est du coup l'impact de la crise sanitaire sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein de l'université? Alors, on a fait au niveau de l'équipement des personnes en situation de handicap, surtout sur le premier confinement, où on a tous, bien entendu, quelle que soit notre situation, été surpris par ce confinement. On a assez vite mis en place la possibilité que les personnes puissent avoir un équipement à leur domicile. Donc voilà, en pouvant récupérer le matériel qui était mis en place au sein de leur bureau à l'université. On a également innové avec ma collègue Mathilde Rigal en apprenant à faire des études ergonomiques à distance par D'accord. Zoom. Donc ça, c'était un nouveau truc, mais bon, voilà, on l'a fait. Alors, ça n'a pas servi qu'aux personnes en situation de handicap, mais on l'a fait. L'université a accéléré la mise en œuvre du télétravail, puisque pendant toute une période, on était dans ce qu'on appelait le travail à distance, faute du télétravail qui n'était pas encore mis en place à l'université. Donc ça a été un peu plus rapidement mis en place et avec des dérogations sur le nombre de jours quand on est en période normale pour les personnes en situation de handicap. Okay. Et puis, pour ma part, je les ai quand même plus souvent sollicités que quand on est en situation normale, notamment par rapport à leur renouvellement, puisqu'en fait, on a bien vu au sein des MDPH, le temps se rallonger et donc particulièrement pour les renouvellements qui ont été plus longs à obtenir, même si il y avait un document attestant même si la RQTH avait une fin, ça courait. Mais voilà, donc ce suivi un peu plus poussé et un peu plus présent auprès des personnels en situation de handicap. Ok. Pour les étudiants aussi, Pascal, vous aviez... Oui, alors nous, on a constaté que en fait, la situation liée au Covid est très, très différente selon les particularités, les singularités des étudiants. Des étudiants avec des troubles anxieux, des troubles de phobie sociale ou des étudiants porteurs d'autisme, par exemple, souvent, ils ont été plutôt en situation de mieux réussir à distance. Voilà, ça s'explique évidemment par le fait que l'environnement universitaire est parfois justement source d'angoisse pour eux. Et des étudiants qui étaient en aménagement d'études, par exemple, sur 2 ans, et bien finalement, une année donc sur 2 ans, ont fait leur année en une année. D'accord. En revanche, nous, ce qu'on a trouvé difficile à mettre en place au pôle handicap des étudiants, c'est tout ce qui a trait à la prise de notes, au tutorat, parce qu'il fallait pouvoir entrer dans la classe quand l'étudiant n'est pas capable de demander lui-même dans le chat s'il y a un preneur de notes. C'était difficile pour les référents handicap, les enseignants référents ou le pôle handicap, d'intervenir dans un espace numérique qui est assez fermé. En même temps, on a expérimenté le tutorat à distance et c'est quelque chose qu'on a gardé alors même que les cours ont repris en présentiel. D'accord. Donc, voilà, il y a du pour, il y a du bon et du moins bon. Oui, exactement. Dans tout ce que vous avez évoqué, finalement, il y a du bon et du moins bon. Ça accélère certains processus, ça démocratise certains accès ou certains outils. Et puis, de fait, à l'inverse, il y a des complications ou des contraintes particulières qui sont liées à l'isolement ou à l'organisation ou la gestion à distance. Ok, très bien, merci beaucoup. Peut-être question un peu plus globale par rapport au sujet du handicap. Finalement, est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous êtes finalement, vous le disiez en introduction, impliqué sur le sujet du handicap depuis maintenant plusieurs années, est-ce que vous avez le sentiment que le sujet du handicap, il a progressé dans la fonction publique d'État? Et autre question finalement un peu sous-jacente, est-ce qu'il y a des défis particuliers qui, selon vous, restent à relever? Alors, si on regarde que les chiffres,
les chiffres sont meilleurs. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont bons. Enfin, pour notre université, on peut quand même être assez satisfait sur l'augmentation chaque année du nombre de personnes qui se déclarent. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une confiance, il y a quand même les personnes s'aperçoivent de à quoi ça peut leur servir et ont moins peur. Même si je disais un peu l'inverse au début, mais bon, quand même un peu moins peur. Donc nous, en 5 ans, voilà, on a quand même une augmentation de 23% de personnes qui ont osé faire cette démarche auprès de l'administration. Moi, j'ai regardé aussi nos chiffres par rapport au nombre de dossiers qu'on distribue pour une première fois. C'est-à-dire une personne qu'on reçoit dans le cadre d'un rendez-vous ordinaire pour l'environnement professionnel, mais avec qui cette question du handicap est évoquée, à qui on donne un dossier. Sur le nombre de dossiers donnés, il y a 44% des personnes qui ont déposé leur dossier et ont obtenu le statut de travailleur handicapé au travers d'une RQTH. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui, moi, me semble une légère progression ou même une progression. Et puis révélateur de l'impact en fait des actions de communication et de sensibilisation que vous pouvez conduire. Parce que là, en l'occurrence, vous évoquez notamment le cas des primo-accédants, donc des personnes qui s'engagent dans cette démarche-là et qui voilà. D'ailleurs, on voit toujours très clairement un lien entre une semaine de sensibilisation telle qu'on l'a faite là, par exemple cette année, et les demandes de RQTH. Martine, il me semble que cette année encore, ça se confirme. Oui. Et puis, ce qu'il y a et ce qui n'existe pas dans tous les établissements de l'enseignement supérieur, ça je le sais, c'est que notre chance aussi, c'est qu'on a un médecin du travail à plein temps. Qui fait que par rapport aux préconisations, aux prescriptions de matériel, etc., on ne dit pas oui, vous auriez besoin de ça, mais il faut, enfin voilà, ce qui est beaucoup plus long quand on n'a pas un médecin du travail en permanence sur l'établissement. Bon, ça aussi, ça fait partie, et je crois, l'identification d'un correspondant handicap, je le dis de manière générale, et d'un chargé de mission aussi, même si je rejoins Pascal par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure sur le fait que le poids politique est plus important si c'est un vice-président ou un vice-président délégué, bien sûr, mais bon, voilà, donc cette idée-là. Après, des choses par rapport à la fonction publique d'État qui vont nous aider et qui nous aident déjà, c'est la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019 qui met obligation de nommer un référent handicap. Alors, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on porte le nom de correspondant handicap justement pour marquer la différence avec les référents handicap dont parlait Pascal tout à l'heure, qui sont plutôt en charge des étudiants, c'est ça? Voilà, en charge des étudiants. Donc nous, en tant que on est correspondant handicap quand on est en charge des personnels. Il y a quand même des choses qui ont bien évolué. C'est aussi les campagnes nationales de communication qui sont souvent que en lien avec la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Bon, voilà, c'est peut-être pas, c'est la transversalité qu'évoquait Pascal Chiron tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, c'est ponctuel, c'est quelquefois dans l'année, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des émissions, des téléfilms, bon, voilà, où il me semble que c'est un peu moins stigmatisant, en particulier par rapport à la question du handicap psychique aussi, où on est moins, où l'information globale stigmatise moins les personnes atteintes de ces troubles. Et puis, il y a aussi la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et avec la contribution qui, pour certains établissements, n'est pas rien. Bon, pour le nôtre, on s'en sort plutôt bien puisque, je le disais en début de cet échange, on est à 5,39
pour la déclaration de l'année dernière. Mm. Mais il y a aussi cette contribution, si je mettais des guillemets, je dirais pénalisation, qui fait aussi que peut-être les incite à établissements agir. vont et doivent avoir des actions plus importantes pour ne pas être dans un coût parfois exorbitant. C'est assez mécanique, hein. C'est vrai que on a pu observer depuis la création du FIPHFP par la loi du 11 février 2005, de fait, plus ça va, plus effectivement les taux d'emploi augmentent. Et évidemment, hein, le fait que certains employeurs publics soient assujettis au paiement d'une contribution financière, ça joue nécessairement sur le fait que les employeurs publics s'impliquent davantage dans la mise en place d'une politique handicap. Voilà, traditionnellement, hein, on le dit, quand on touche un peu au portefeuille, évidemment, ça a des conséquences, pardon. Mm. Et côté étudiant? Le côté étudiant, peut-être les défis à venir concernent la liaison lycée-université. Parce que actuellement, en fait, quand un étudiant quand un élève en situation de handicap a une aide, une AESH, une aide donc à l'école, eh bien cette aide, en fait, elle disparaît à l'université. Et là, le saut, le cap est difficile à franchir pour les nouveaux étudiants. Donc, je pense qu'il faudrait alors, plusieurs possibilités, ou bien créer des postes d'AESH à l'université, ou bien s'assurer qu'il y a des CESAD dans chaque ville universitaire qui pourraient prendre en charge justement l'accompagnement des étudiants à la vie universitaire. Parce que souvent, le problème, c'est pas pendant le cours, c'est entre les cours et au moment du repas, etc. Voilà, donc je pense que voilà, ce décalage entre ce qui est mis en place au lycée et ce qui existe à l'université, à mon avis, c'est un des défis sur lesquels il faut se pencher. Ouais. Et puis, bon, le défi aussi du nombre d'étudiants, puisque nous avons une augmentation en 6 ans de 40% d'étudiants. C'est chaque année toujours plus d'étudiants à accompagner. Et du point de vue des ressources humaines, voilà, il n'y a pas toujours d'heures allouées à la hauteur de ce qu'il faudrait en fait pour bien accompagner les étudiants. Donc là aussi, hein, c'est une question de moyens donnés à l'université. Ça pose aussi donc la question des défis en termes de gestion des ressources humaines pour les universités elles-mêmes. Voilà. Ok, peut-être une dernière question pour conclure. Quel conseil vous donneriez à un établissement ou à une collectivité qui souhaiterait s'engager, débuter sur le sujet du handicap au travail? Alors, s'il faut choisir dans tout ce que nous avons dit, peut-être justement la question de la formation, elle est centrale et elle pourrait, un établissement pourrait donc déjà travailler sur une lettre de mission, savoir ce qu'on donne comme mission à un correspondant handicap ou à un référent handicap enseignant ou à un gestionnaire de scolarité, voilà. Et associé à cette lettre de mission, donc, ce qui me semble important, c'est une obligation de formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième conseil, donc j'ai insisté un peu tout à l'heure, c'est le portage politique, c'est-à-dire s'assurer que la politique handicap, elle va être effectivement, si ce n'est au centre, puisqu'on a vu que c'est une question plutôt transversale, mais en tout cas, elle va être écoutée, cette politique. Et je pense que pour ça, il faut plutôt un VP délégué qu'un chargé de mission. Et puis, la troisième chose, c'est que, eh bien, il faut faire le pari de travailler en équipe avec différents services, différentes directions. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est le schéma directeur handicap qui permet de nouer des collaborations. Mais c'est un bon laboratoire, le schéma directeur handicap, pour travailler justement l'esprit d'équipe entre les différents services. Et puis le quatrième point qui nous semble important avec Martine Médieux, c'est vraiment, on l'a répété plusieurs fois, mais la sensibilisation, l'information, la communication sur les sites internet,
les espaces numériques de travail, voilà, en passant par les ressources humaines, en envoyant des lettres régulièrement. Voilà, en passant Multiplier les canaux, multiplier voilà, les outils. Exactement. Oui, ce qui a été le cas là, à la rentrée de septembre, où une lettre RH à destination de tous les personnels était spécifique à la question du handicap. D'accord. Voilà, et donc, surtout le conseil qu'on pourrait donner, c'est ne pas se décourager. Avoir de fortes convictions sur l'intérêt global de la politique handicap. Ouais. Et aussi une forme de militantisme. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour tous ces bons mots et toutes ces bonnes ondes. Beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes pratiques dans ce que vous avez évoqué. C'est utile pour tout le monde de pouvoir s'appuyer sur voilà, vos années d'expertise sur le sujet du handicap. Et puis d'avoir le regard aussi qui est quand même particulier, mine de rien, de celui des universités, avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure autour des enjeux d'accompagnement et des étudiants et des personnels de l'université, avec la distinction notamment entre les enseignants et les BIAT. Donc c'est un regard voilà, qu'on n'avait pas encore eu dans le cadre de cette série de podcasts et qui est très complémentaire et très enrichissante. Donc un grand merci à vous deux, Madame Chiron, Madame Médieux, pour le temps que vous avez consacré à ce podcast, à sa préparation et à son enregistrement. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt.